avec l'écrivaine Gisèle Pineau, je vous propose de faire un panorama sur ses différents romans. Gisèle Pineau, votre grand-mère Maya est une figure récente dans tous vos œuvres, hein, Gisèle. On la retrouve dans le récit L'exil selon Julia et dans le roman de jeunesse Un papillon dans la cité. Quelle part affective et complicité vous donnez à votre grand-mère tout au long de ces deux romans? Alors, bonjour, bonjour à vous. Merci de votre invitation. Alors, en Guadeloupe, on dit Manya. Ça vient de maman. Alors, c'est Manya et Ya, c'est le diminutif de Julia. Alors, ma grand-mère Manya a occupé une très, très grande place dans ma vie. Et on la retrouve effectivement dans mon œuvre, dans mes romans. On la retrouve dans L'exil selon Julia, où je vais aborder tout le temps qu'elle a passé en France, dans une banlieue dans une... Oh, excuse-moi. Non, attends, non, on arrête. Votre grand-mère, Manya, est une figure récurrente dans vos œuvres, Gisèle Pineau. On la retrouve dans le récit L'exil selon Julia et dans le roman de jeunesse Un papillon dans la cité. Quelle part affective et complicité vous donnez à votre grand-mère tout au long de ces deux romans, Gisèle? Alors, effectivement, on retrouve ma grand-mère Julia, dite Manya, dans Un papillon dans la cité. Dans Un papillon dans la cité, je vais prêter ma grand-mère à la petite héroïne, Félicie, parce que pour moi, c'était mon premier roman et je me disais peut-être que je n'aurais jamais l'occasion de parler de Manya, qui a tellement compté pour moi dans mon enfance. Manya est arrivée dans ma vie quand j'avais 4 ans. Quand j'avais 4 ans, elle a vécu pendant 7 années dans la banlieue parisienne avec ma famille. Nous avions un petit appartement dans le Val-de-Marne et Manya était là. C'était pour moi un roc, c'était pour moi la personne qui m'apportait la lumière et qui me disait, voilà, ici en France, on te rejette, on te traite de négresse, on te dit retourne dans ton pays en Afrique. Mais Manya, c'est elle qui me disait, tu as un pays, c'est pas l'Afrique, c'est la Guadeloupe. Évidemment, Manya ne disait pas ces mots en français, puisqu'elle ne s'exprimait qu'en créole. Et voilà, j'ai eu la chance, grâce à elle, d'entendre cette langue créole dans toute mon enfance. Et ça a été énormément d'amour. Elle m'a apporté beaucoup d'amour. Et je tenais à lui rendre hommage dans Un papillon dans la cité et puis surtout dans L'exil selon Julia, où je reviens sur ces années de jeunesse, où je reviens sur les tribulations de Manya en France, qui se demande qu'est-ce qu'elle fait dans un appartement, dans un immeuble, où il y a des gens qui marchent au-dessus de sa tête, où elle est dans une maison, où on doit toujours fermer cette maison à clé, avoir une clé, ne pas oublier la clé. Je raconte la grande promenade de Manya jusqu'au Sacré-Cœur, où elle veut prier pour retourner en Guadeloupe. Elle en a tellement marre de cet exil. Et avec Manya, je vis un exil par procuration. C'est Manya aussi qui est cette femme qui me raconte l'histoire de mes ancêtres. Cette femme qui se dit illettrée, mais qui a un grand, grand savoir et qui m'apporte cette histoire de mon pays, qui me raconte ce que sa mère et sa grand-mère lui avaient raconté sur l'esclavage. Voilà pourquoi je tenais beaucoup à parler de Manya. Et puis vous avez omis de citer une autre œuvre, dans Mes 4 femmes, la figure de Manya. Je vais justement en revenir tout à l'heure, Gisèle. J'en reviens à ces 4 femmes. Les romans, L'Espérance Macadam et L'âme prêtée aux oiseaux, vous vous attachez à mettre en scène des personnages en but de la violence et de l'injustice. Votre analyse et la réflexion pour la violence et cette injustice face à les non-dits de ces femmes à cette époque. Alors, surtout dans L'Espérance Macadam, effectivement, dans L'Espérance Macadam, j'aborde le sujet très douloureux de l'inceste, puisque je mets en scène une petite fille, Angela, qui est abusée sexuellement par son père.
Et la mère est au courant, mais la mère fait comme si elle ne voit pas. En fait, la mère ne veut pas voir. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. On suppose, on présuppose, on a des doutes, on se dit que peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, mais on ferme les yeux, on ferme la porte aussi, et puis on ne sait pas ce qui se passe et on ne veut pas savoir. Parce que on va mettre le linge sale de la famille dehors, parce que on va amener un petit peu de l'opprobre sur la famille. Alors voilà, c'est le destin d'Angela. Et je voulais parler et écrire aussi, surtout au nom de toutes ces jeunes filles, de ces jeunes femmes, de ces jeunes gens aussi qui peuvent être abusés sexuellement et qui sont sous la domination de parents qui sont dans une souffrance, dans une solitude également. Alors c'était très très important pour moi en tant qu'auteur, en tant que femme, parce que vous savez, j'ai de grands modèles en littérature. J'ai Toni Morrison, Maya Angelou, et ces femmes africaines-américaines ont abordé le sujet de l'inceste sans tabou, tout simplement parce que c'est aussi le rôle de l'auteur de dénoncer, de pointer du doigt ce qui ne va pas et de dénoncer les travers d'une société. Avec l'Espérance Macadam, on m'a accusé de stigmatiser l'homme antillais. Ce n'était pas du tout mon propos. Simplement, dans toutes les sociétés, on connaît ces problèmes d'inceste. Dans toutes les sociétés, on doit le dénoncer. Et vous savez, après ce livre, j'ai eu de nombreux témoignages de femmes de Guadeloupe et d'ailleurs qui me disaient « Merci madame, vous avez raconté mon histoire. Merci, ça m'a permis de me libérer. » Et je me suis... vous savez, le problème avec l'inceste et avec toute... ces exactions, tout ce qui peut être dramatique et qui sont vécues au sein des familles, c'est le silence qu'il y a autour de cela. Et ces femmes étaient murées dans le silence, ces femmes n'osaient pas parler, et ces femmes étaient culpabilisées alors qu'elles étaient les victimes. Et c'est ce que j'ai voulu faire et traiter aussi avec ce roman, L'Espérance Macadam, traiter de l'inceste pour dire vous êtes des victimes, vous n'êtes pas coupables, c'est à vous, vous avez le droit de parler, de le dire, vous n'avez pas à cacher cela comme un secret et vous n'avez pas non plus à avoir honte. En 2006, prix littéraire Rosine Perrier pour Fleurs de Barbarie. Des fleurs qui s'épanouissent exaltent les secrets d'un passé fané et tourmenté. Quel est dans ce monde auquel vous faites allusion la barbarie? C'est notre monde, tout simplement. Mais je me dis que dans ce monde, il peut y avoir de la beauté. Et il y a toujours de la beauté. Quand ce n'est pas la nature qui se met en colère, ce sont les hommes qui se font la guerre. Alors nous vivons, selon moi aujourd'hui, toujours dans ce monde de barbarie qu'ont connu les premiers hommes qui ont peuplé la terre. Un monde de violence, un monde difficile et âpre. Et voilà, j'ai voulu simplement dire voilà, on peut toujours quand même chercher, trouver la beauté, et mon héroïne dans Fleurs de Barbarie incarne cette beauté, incarne cette possibilité en tout cas. Et c'est quelqu'un qui ne renonce pas, même si elle a eu une enfance douloureuse, même si elle a beaucoup souffert dans son enfance, puisqu'elle a été abandonnée. Elle s'appelle Josette, on la rebaptise Joséphine. Elle a été abandonnée par sa mère dans ses premières années. Elle a été recueillie par une famille de Français de la Sarthe, de paysans, dans une ferme. Ensuite, elle a dû partir, sa mère est revenue la chercher et elle est partie vivre à Marie-Galante. Mais Josette porte en elle une blessure, une souffrance et elle va se construire. C'est aussi le livre de la construction et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs et qui fait le lien avec tous mes autres livres comme avec L'Espérance Macadam dont nous venons de parler. C'est-à-dire que les personnages ont cette possibilité de se construire, même s'ils ont été blessés, même s'ils sont cassés, fracassés à l'intérieur, ils ont cette possibilité de se construire et d'aller de l'avant. Et ce n'est pas terminé, il y a toujours de l'espoir quand même à la fin de mes livres. Gisèle Pineau, vous êtes une écrivaine préférée de la ministre Marie-Luce Panchard. Voilà un compliment qui vous va droit au cœur, votre sentiment.
Eh bien, je n'avais pas connaissance de cela. Eh bien, pour moi, c'est une lectrice de plus parce que, vous savez, aujourd'hui au salon, j'ai rencontré beaucoup de lectrices et ça m'a fait tellement de bien de rencontrer toutes ces femmes. Il y avait plus de femmes que d'hommes, mais qui me disent: Madame, vous êtes mon écrivaine préférée. Madame, je suis une fan. Vos livres m'apportent tellement. Donc, pour moi, voilà, c'est une reconnaissance en quelque sorte. C'est une reconnaissance de mon travail par toutes ces femmes. Je parle bien sûr de toutes mes lectrices. C'est une reconnaissance. Je n'ai pas travaillé en vain et elles m'encouragent. Elles me disent: il faut continuer. Alors j'espère que j'aurai la force de continuer à écrire des romans. Parce que vous savez, écrire, ça demande beaucoup d'énergie. C'est un grand travail, ce n'est pas un travail manuel comme on l'entend, mais c'est un travail qui sollicite énormément de force et voilà, donc je vais continuer à écrire et je suis heureuse de compter Marie-Luce Panchard parmi mes lectrices. En 2007, mes 4 femmes, Angélique, Gisèle, Julia, Daïs, quels sont leurs destins, leurs traversées dans les époques et leur propre histoire? Alors, mes 4 femmes. Alors, ce roman, ce n'est pas un roman, je dis ce roman. Et en même temps, pourquoi? Ce sont des vies. Ce sont des vies, les vies de ma mère, la vie de ma grand-mère Julia, qui revient ici, la vie de mon ancêtre, Angélique, qui a été esclave et dont j'ai retrouvé la trace aux archives départementales de la Guadeloupe. Angélique, mon esclave qui a été affranchie par son maître, M. Pinault. Elle a eu 8 enfants avec ce M. Pinault. Et c'est cette femme qui est la première des Noirs à avoir porté le nom Pinault dans ma lignée. Je parle de ces femmes et je dresse avec ce livre une carte d'identité. Voilà, je me présente à vous. Je suis une Guadeloupéenne. Je parle de mon pays. Je parle de la Guadeloupe. Je parle de mon nom, d'où me vient ce nom qui vient du temps de l'esclavage. Excusez-moi. J'évoque dans ce livre des gens de ma famille. Je parle d'Angélique, cette femme qui a été mon ancêtre et qui a pu gagner son affranchissement. Je parle de ma tante Gisèle qui m'a donné mon prénom puisque ma mère avait une sœur et cette sœur était une femme qui était une grande rêveuse. Et cette femme s'est laissée mourir de chagrin lorsqu'elle a perdu son mari. Elle avait 3 enfants et elle s'est assise un jour dans la case de ma grand-mère après l'enterrement. Elle a arrêté de boire, de manger, de parler et elle est morte à l'âge de 27 ans. Et en souvenir d'elle, ma mère m'a donné ce prénom Gisèle, que j'ai eu beaucoup de mal à porter pendant de nombreuses années. Et puis finalement, voilà, je l'ai endossé, je l'ai accepté. Et j'ai écrit d'ailleurs une nouvelle qui s'appelle Les Papillons Noirs et qui évoque déjà le destin de Gisèle, de ma tante Gisèle. Alors, mes 4 femmes, c'est aussi Julia. Et nous retrouvons Julia dans ses jeunes années. Elle a 17 ans. Elle travaille dans un champ de canne. Et il y a ce monsieur Pinault, qui est mon grand-père et qui surveille les nègres de l'habitation. Mon grand-père qui est un mulâtre et qui surveille les gens de l'habitation. Alors, Julia est là, présente, puisque c'est Julia qui, pendant mon enfance, me donne mon pays, la Guadeloupe. C'est elle qui me parle de la Guadeloupe. Alors, il y a mon nom, Pinault, mon prénom, Gisèle, mon pays, la Guadeloupe. Et la 4e femme est ma mère, André, qui me donne la langue française et l'amour de la langue et l'amour des belles lettres et l'amour des livres aussi. Donc voilà, c'est un livre qui évoque la Guadeloupe sur plusieurs générations et qui remonte jusqu'au temps de l'esclavage, jusqu'aux années 1832, avant l'abolition de l'esclavage. On retrouve la Guadeloupe au moment de la dissidence, au moment de la Première Guerre mondiale, puisque mon grand-père a été incorporé de force et il a dû partir à la guerre. Il a combattu dans les Dardanelles et il est revenu avec une balle qu'on n'a jamais pu lui enlever.
Alors voilà, c'est une façon de présenter à travers une famille guadeloupéenne qui a connu l'exil aussi, de présenter la Guadeloupe, de présenter l'histoire de la Guadeloupe. Et tout le monde se retrouve un peu dans son livre parce qu'on a tous guadeloupéens, un oncle, une tante, une grand-mère qui a connu le temps saurin, qui a connu l'exil, qui a connu voilà, les voyages en France aussi, les grands voyages en France sur les paquebots transatlantiques. Excuse-moi, on va s'arrêter parce que je dois me moucher. En 2010, l'Odyssée d'Alizée, une histoire émouvante et remplie d'humanisme sur un sujet d'actualité qui est l'adoption en Haïti. Comment avez-vous donné vie à Alizée, qui est l'héroïne? Eh bien, c'est suite à un voyage en Haïti, mais je dois dire au préalable que j'ai écrit ce livre avant le séisme du 10 janvier 2010. J'ai écrit ce livre, je revenais d'Haïti justement, où j'étais partie avec les étonnants voyageurs. Et dans le vol du retour vers Paris, il y avait de nombreuses familles reconstituées. Alors il y avait des Français blancs avec des enfants haïtiens, alors de jeunes enfants, il y avait des enfants de tous les âges. Et ces jeunes enfants s'exprimaient en créole et les parents étaient un petit peu, comment dire, un peu perdus. Ils ne comprenaient pas la langue de ces enfants qu'ils venaient d'adopter. Et j'ai dû me servir d'interprète à quelques familles. Ensuite, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire l'histoire d'une petite haïtienne qui est adolescente, qui a passé les premières années de sa vie en France, dans cette famille, et qui d'un seul coup est en pleine crise d'adolescence et a envie de retrouver son pays Haïti. Elle en a marre de ses parents blancs, et puis elle fait toutes sortes de suppositions. Elle se dit que peut-être qu'elle a été enlevée, comme beaucoup d'enfants qui ont connu l'adoption. Elle se dit que peut-être sa mère est en train de l'attendre en Haïti, sa mère pleure tous les jours. Et donc c'est l'histoire de cette adoption. Une famille française qui est un peu déboussolée, et puis la petite Alizée, puisqu'elle a été rebaptisée, elle s'appelait Charmine, elle a été rebaptisée par ses parents français. Et ils essayent de vivre, de se comprendre et d'apprendre les uns des autres. Et finalement, les parents d'Alizée vont demander leur mutation dans un département français d'outre-mer en Guadeloupe. Et Alizée va découvrir ce que c'est que la Caraïbe. Elle va rencontrer les enfants guadeloupéens qui ne sont peut-être pas toujours charmants avec elle, parce que quand ils apprennent qu'elle est d'origine haïtienne, ils ont beaucoup de préjugés aussi. C'est une manière pour moi de montrer que sur cette terre, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a des préjugés partout, dans toutes les communautés. Et ce qui peut sauver finalement cette famille, c'est l'amour que les uns se portent aux autres. Et c'est ce qui va finalement triompher. Justement, de quelle manière elle va faire face à ce retour au pays natal? Comment l'avez-vous écrit et comment avez-vous fait cette projection dans votre écriture, Gisèle Pineau? Alors je me suis inspirée de toutes les images que j'ai ramenées d'Haïti, bien sûr, puisque je suis allée 3 fois en Haïti, j'ai rencontré les gens. Vous savez, quand je vais dans un pays, je regarde les paysages, mais aussi les visages, je regarde les expressions, je vais sur les marchés, je vais me frotter un peu aux populations et je vais dans des familles, puisque souvent je suis accueillie, j'ai la chance d'être accueillie dans certaines familles, et je vais manger la cuisine du pays. Donc, Alizée, elle existait au travers de mon regard. Alizée, elle était déjà présente pendant que je me baladais dans les rues de Port-au-Prince. Elle était déjà là, elle m'accompagnait déjà. Et voilà, je n'ai fait que retranscrire ensuite tout ce que j'avais vécu moi-même. 2011, prix Carbet des lycéens pour Folie aller simple, journée ordinaire d'une infirmière à Paris. Là où la folie est un aller simple, vous évoquez votre parcours pendant 20 ans dans la psychiatrie. Comment racontez-vous ce métier extraordinaire, Gisèle? Alors voilà, je reviens pour la première fois sur ce métier que j'exerce, parce que je ne suis pas seulement un écrivain, je suis aussi une infirmière et je travaille à temps plein. J'ai travaillé longtemps à temps plein dans les hôpitaux psychiatriques, aussi bien en Guadeloupe que dans la région parisienne. Et j'ai travaillé à Villejuif, j'ai travaillé à l'hôpital Esquirol, j'ai travaillé à Saint-Claude en Guadeloupe.
Et c'est le quotidien d'une infirmière. C'est ce va-et-vient entre ce monde de l'imaginaire, ce monde virtuel qui est l'écriture, et puis ce monde très concret, ce monde de la douleur et de l'humanité que je rencontre tous les jours dans les hôpitaux psychiatriques. Je rends compte de la souffrance de mes patients, je rends compte de leur solitude, de leur isolement, des préjugés dont ils sont victimes également. J'ai voulu aborder ce livre de manière très simple et très chronologique. Mes premiers pas dans un hôpital psychiatrique, mes premières rencontres, les premières toilettes que je fais à mes patients, ma première piqûre, puisque vous savez, il faut une première fois et c'est toujours très, très angoissant pour une jeune femme, une jeune fille. D'un seul coup, on te met la seringue entre les doigts, puis il faut aller piquer, découvrir la fesse du patient et puis piquer ce patient. La crainte, la folie, être face à la folie tous les jours. À chaque fois qu'on pousse la porte du service, on est dans cette folie, on est dans cette agressivité, on est dans cette violence, on est dans cette incompréhension, on est dans ces délires aussi. Des gens qui sont hallucinés, qui vous racontent des histoires à dormir debout, qui sont là, surtout dans une angoisse, dans une souffrance. Et puis, il faut les rassurer, il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut avoir cette patience et il faut avoir de l'empathie. C'est ce que je raconte dans ce livre. Et c'est surtout un livre qui rejoint d'ailleurs mes autres livres, même si ce n'est pas un roman, mais qui évoque les préjugés, la violence dont ils sont eux-mêmes victimes, le rejet, l'exclusion, des gens qu'on met sur le bas-côté, qu'on enferme. C'est ce qui m'intéresse en tout cas, de parler de cette humanité-là. Et j'étais très heureuse de l'accueil qui a été réservé à ce livre, parce que ce sont des jeunes lycéens de Guadeloupe, Martinique, Guyane, qui ont été touchés et qui se sont dit, voilà, ce livre nous apporte quelque chose. Notre regard va changer sur ces personnes que nous côtoyons, puisque la folie, la maladie mentale peut toucher n'importe qui. Il y a des gens qui sont diabétiques, des gens qui sont hypertendus, mais il y a également des gens dans nos sociétés qui sont schizophrènes, qui sont maniaco-dépressifs, qui sont hallucinés, qui souffrent de troubles psychotiques. Alors voilà, ils sont là avec nous. Nous sommes des gens civilisés. C'en est fini du temps où on enfermait les gens qui souffraient de troubles mentaux et on attendait qu'ils meurent. Ils sont avec nous dans la société et mon travail en tant qu'infirmière aujourd'hui, c'est de les resocialiser au maximum, de faire en sorte qu'ils puissent vivre dans des cités comme tout le monde, dans un petit quartier et que les gens les acceptent aussi. Parce que voilà, c'est leur maladie. Vous parlez de fous. Qui sont ces fous que cette société rejette ? Alors, ce sont surtout les patients qui expriment de façon visible cette folie. Ce sont les gens qui déambulent dans les rues, ce sont les gens qui parlent tout seuls, ce sont les gens qui vous regardent fixement et qui peuvent parfois être dangereux. Ce sont les gens que l'on croise tous les jours. Et ce sont les gens qui sont également dans les prisons, enfermés dans les prisons et qui ne bénéficient pas de soins suffisants et qu'on enferme parce qu'on ignore un peu leur maladie. Alors voilà, ce métier, je ne pouvais pas le passer sous silence. Vous savez, pendant très longtemps, mon métier d'écrivain, ma profession d'infirmière sont restés à l'écart, comme ça, chacun de son côté. J'étais un peu moi-même schizophrène entre deux mondes qui ne se rencontraient pas. Mais au fur et à mesure que j'ai écrit des livres et que mes personnages ont commencé à être de plus en plus touchés par des troubles mentaux, je me suis dit, voilà, je vais parler aujourd'hui de mon métier d'infirmière. Qu'est-ce que c'est qu'une infirmière en psychiatrie ? Aujourd'hui, nous manquons beaucoup de moyens, c'est surtout ça le grand problème, mais nous ne manquons pas de personnes qui sont prêtes à s'investir et à accompagner ces personnes malades. Diriez-vous, Gisèle Pinault, qu'entre l'écriture et votre métier, il y a une forme de thérapie ? Alors il y a réellement une thérapie. L'écriture a été pour moi une thérapie
Je le dis aujourd'hui parce que c'est une vérité pour moi. Je sais qu'il y a des écrivains qui n'ont pas ce sentiment, qui ne vivent pas avec l'écriture de la même manière et qui considèrent que voilà, ils apportent quelque chose, ils sont plus dans la pédagogie, dans la pensée. Moi, je le dis tout simplement, l'écriture m'a aidée puisque j'ai commencé à écrire très jeune. À l'âge de 7 ans, j'ai écrit mon premier roman à 10 ans et je me suis consolée avec l'écriture parce que je me racontais des histoires, enfant. Je me racontais des histoires, je me consolais et ces histoires m'ont permis de survivre dans un monde quand même assez brutal où il y avait beaucoup de racisme, de rejet, de préjugés et où j'étais très seule moi-même. Aujourd'hui, Gisèle Pineau, vous vivez en Guadeloupe. Alors, Paris, pour vous, ça reste quand même une étape importante dans votre métier d'infirmière? Je n'ai pas bien compris la question. Paris, ça reste une étape. Je voulais dire, aujourd'hui, vous êtes en Guadeloupe, vous vivez en Guadeloupe. D'accord? Vous avez exercé en banlieue, je crois. Oui, j'ai travaillé. Voilà, en banlieue. Alors, qu'est-ce que Paris vous a apporté, enfin cette banlieue vous a apporté, puisque maintenant vous êtes en Guadeloupe, qu'est-ce que ça vous a apporté? Oui, je vis en Guadeloupe. Je suis une Guadeloupéenne. J'ai grandi dans la banlieue parisienne jusqu'à l'âge de 14 ans. Ensuite, bon, je suis partie pour suivre mes parents. Je suis allée en Martinique et puis en Guadeloupe. Et je suis revenue en 2000, travailler en France de 2000 à 2008. Voilà, aujourd'hui je vis à Marie-Galante et je suis très heureuse d'être à Marie-Galante, loin de cette banlieue. Voilà, c'est ça, c'était ça. Voilà. Cette banlieue, mais en fait, bon, je ne me vois plus vivre ici. Vous avez donné de vous-même, beaucoup de vous-même justement? Je ne sais pas si j'ai donné, mais en tout cas, j'en ai parlé dans mes livres. On retrouve la cité, la banlieue dans Un papillon dans la cité. On retrouve la banlieue dans L'exil selon Julia. Et également dans Fleurs de Barbarie. Et puis dans Cher Piment aussi. En fait, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier, mais j'ai un autre choix de vie aujourd'hui. Un autre choix de vie, tel que vient de le dire Gisèle Pineau. Merci Gisèle, merci beaucoup de nous avoir accordé le parcours littéraire de tous vos romans. Merci à vous, Wanda. Merci beaucoup.